Bonsoir à tous. Voilà, avec un petit retard, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette visioconférence sur la gestion des émotions, comment gérer les émotions, parce que dans ce confinement, nous avons besoin justement de sortir dans cet état de panique, de stress. Ce soir, pendant une heure, on va dire une heure, je vais donner des conseils, des petits conseils hyper simples, très simples, pour vous permettre justement de voir les choses autrement, de manière effectivement à mettre d'autres lunettes dans la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais déjà remercier déjà les médias, je dirais Canal 10, La Première, Radio Première, Télé Première, aussi RCI et France Antilles qui ont justement permis de communiquer l'information. Et cela permet effectivement d'avoir un plus grand nombre de personnes qui peuvent participer effectivement à ces conseils. Des conseils très simples, comme je dis, qui permettent effectivement de sortir dans cet état. Alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Éric Mathiazin, donc je suis le fondateur de l'Académie PNL. Je suis surtout le président de la Fédération des PNListes de la Caraïbe. C'est une fédération qui regroupe des PNListes de la Caraïbe sur les 3 départements Guadeloupe, Martinique et Guyane. Je suis aussi en cabinet parce que je suis coach thérapeute et j'enseigne, je suis aussi maître enseignant en PNL et en coaching sur une norme internationale. Donc déjà, ce soir, je vais parler des émotions déjà. Donc, c'est quoi concrètement une émotion? Parce que souvent, on entend parler d'émotion, mais on ne sait pas concrètement ce que c'est. C'est quoi une émotion? Mais je vous pose la question. Mais déjà, d'une manière très métaphorique, une émotion, c'est quoi? Prenons un exemple concret. Vous avez par exemple un bloc de béton, par exemple. Bloc de béton, 1 mètre cube de béton, vous verrez tout simplement dans ce bloc de mètre cube, vous avez quoi? Vous avez du sable, vous avez du béton, vous avez de la ferraille, vous avez du ciment, vous avez de l'eau, peut-être même du durcisseur. Eh bien, une émotion, c'est exactement la même chose. Ça veut dire à l'intérieur de cette émotion, nous avons 11 paramètres, 11 petits critères, comme un équaliseur, et une fois qu'on va modifier un seul paramètre dans l'émotion, eh bien, l'émotion ne sera plus la même. Alors, j'ai tenu à le faire parce que c'est comprendre, parce qu'on parle d'émotion, il faut savoir que chaque être humain, nous sommes animés d'émotions, nous avons aussi des pensées et nous avons aussi des comportements. Ce soir, on va faire un zoom sur les émotions et comprendre réellement ce qui se passe dans une émotion. Alors, concernant maintenant les émotions, nous avons 4 émotions primaires. Nous en avons 4. Même si nous avons à peu près 421 émotions pour agir, mais nous en avons 4 primaires, comme les couleurs primaires. Ce sont ceux-là qu'on va utiliser très souvent. La peur déjà, la colère, la joie et la tristesse. Et oui, parce que chaque fois que vous allez fonctionner, chaque fois que vous allez interpréter quelque chose, eh bien forcément, dans la petite tête, il y a des choses qui vont se passer. Et hop, il y a une émotion qui sera attachée avec ce qu'on pense. Et forcément, on aura un comportement tout à fait relatif. Donc, il faut bien comprendre qu'une émotion, elle va prendre naissance par rapport à beaucoup de choses. Je prends un exemple concret. Vous avez un enfant, parce que quand on arrive dans ce monde, on ne connaît pas la peur. On considère que la peur n'existe pas. Sauf que quand on va commencer à grandir, prenons un cas d'un enfant, l'enfant qui est en train de jouer, vous lui dites par exemple de ne pas aller faire quelque chose, mais l'enfant ira et juste au moment où il va se faire mal, il revient, bobo, j'ai mal, et là, il commence à comprendre ce que c'est la peur. Donc, c'est une façon d'expliquer que c'est lié forcément à l'expérience, forcément à l'interprétation qu'on va faire. Et à partir du moment qu'on va changer cette représentation, cette interprétation, eh bien, cette peur pourra en tout cas changer chaque fois que vous allez activer cette pensée, cette interprétation. Donc, voilà une façon d'expliquer ce que c'est une émotion. Donc, vous avez la possibilité d'être dans la joie, vous avez la possibilité d'être dans la peur, dans la colère, ou bien entendu, dans la tristesse. Alors ça, c'était pour expliquer un petit peu le principe des émotions. Alors maintenant, moi j'ai envie de vous expliquer au niveau de la peur, à travers de cette situation qu'on est en train de vivre actuellement, pour moi, je considère qu'il y a 4 peurs, 4 degrés de peur. On va l'expliquer de cette manière parce que les niveaux ne sont pas les mêmes. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un degré qui est effectivement de plus en plus fort en fonction de la situation. Donc, la première situation que je vais voir, moi, déjà, c'est la phase 1 que je vais appeler, parce qu'il y en a 4. C'est déjà la peur dans son espace de confort. Nous sommes à la maison, on est dans un ancrage spatial, on se sécurise, on est sécurisé, mais on a peur que, on va dire, ce fléau, ce virus frappe la porte, en tout cas, va franchir le seuil de la porte. Et c'est vraiment la première peur que nous avons. On se dit à la maison, nous sommes en famille,
nous sommes confinés, mais nous avons peur parce que nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Et c'est comme si, en fait, tout se passe, le danger se passe à l'extérieur. Et vraiment, chaque fois qu'on entend quelqu'un s'arrêter, on se dit, est-ce que cette personne n'est pas contaminée? Voilà la première peur que nous avons quand nous sommes chez nous. Nous avons peur que, justement, que ce virus arrive chez nous par le seuil de la porte. Ça, c'est la première phase qu'on va avoir déjà comme peur. La deuxième peur qu'on va avoir, c'est les symptômes. Et oui, nous sommes chez nous. Vous allez souvent avoir des petits symptômes qui vont arriver. On a mal à la gorge, on a mal à la tête, on a mal au dos. Bien souvent, on va tout de suite interpréter et bien souvent, ce sont des choses qu'on a l'habitude d'avoir. Je prends un exemple concret. Vous êtes chez vous, vous êtes sorti torse nu, ben, vous avez tout simplement pris froid. Simplement, mais comme nous sommes dans la situation de confusion, eh ben, on va faire le lien par rapport effectivement à cette maladie. Et forcément, ça nous emmène à une situation de peur et une confusion. Donc, c'est une façon de vous expliquer déjà, de faire très attention à cela, parce qu'il y a des moments où on peut être enrhumé, il y a des moments où on peut avoir aussi mal à la tête, mais c'est fortement lié à l'interprétation et cette confusion, c'est très vite arrivé parce qu'on fait le lien, parce qu'on est déjà dans un état d'esprit de peur, d'une panique qui s'installe. Donc, forcément, on est en train de voir les choses plutôt du côté négatif. On va le voir même sur les sportifs. Moi, j'ai des amis qui sont sportifs derrière moi qui me disaient dans les entraînements, ils commencent à avoir des courbatures, ils se posent des questions. Et quand on analyse les choses, en fait, c'est parce qu'ils sont fatigués. On a eu beaucoup de situations comme celle-ci. Une confusion s'installe et elle va s'installer fortement quand vous ne prenez pas suffisamment de recul par rapport à la situation. Ça, c'était pour la phase 2. Donc, on va être confronté à cette situation. Donc, faites attention à cette confusion parce que vous pouvez être malade comme vous l'avez été déjà. Vous pouvez avoir une angine, vous pouvez avoir aussi, vous êtes asthmatique, aujourd'hui la qualité de l'air n'est pas bonne, forcément on aura un petit peu du mal à respirer. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre des précautions, je suis juste en train de dire de faire attention de cette confusion et de comprendre que cette peur aussi, parce qu'on va aller très vite justement à s'installer dans cette peur. Alors ça c'est pour la phase 2. La phase 3 maintenant, nous allons entrer maintenant dans une phase plus profonde, c'est-à-dire maintenant on a des symptômes qui sont vérifiés. Maintenant, on va faire le test et le test s'avère positif. Et là, forcément, on a du mal à accepter parce qu'on est dans le déni. Parce que là, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Mais pourquoi pas moi? Et justement, pourquoi ça m'arrive à moi? Et forcément, beaucoup de questions qui se posent parce qu'on n'est pas préparé à ça, même si on avait des symptômes. Cette fois-ci, on est dans une phase beaucoup plus concrète parce que le test est positif. Nous avons la preuve, nous l'avons vérifié. On l'entend par des personnes compétentes dans le domaine. Et là, c'est vraiment la panique totale parce qu'on se dit maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Nous sommes dans le déni. On veut absolument refuser totalement cette peur. Et maintenant, la quatrième phase, maintenant, c'est la peur la plus intense, moi je dirais, parce que là, on est complètement dans une phase hospitalisée, puisque là, nous sommes maintenant dans la main, comme on dit, des médecins. Maintenant, nous sommes vraiment sur une fixation de la mort parce qu'on se dit maintenant, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir avoir le médicament qu'il faut? Est-ce que je vais pouvoir vraiment sortir dans la situation? Et je crois que c'est le degré le plus élevé, c'est l'acmé le plus élevé au niveau de la peur. Donc, c'est pour faire comprendre que voilà les peurs que nous allons vivre, voilà comment ça se passe. Et c'est justement pour prendre conscience de cela que je vous invite à repérer là où vous êtes, justement, et prendre du recul par rapport à tous ces phénomènes qui se passent au niveau les niveaux de peur que nous avons, de manière à prendre les précautions, mais c'est surtout aussi lâcher prise par rapport à cette situation. Voilà, c'est pour expliquer un peu les différents niveaux. Maintenant, moi je dis aussi que cette peur que nous avons, cette peur va tout simplement agir sous notre motivation. Et oui, vous êtes motivé. Aujourd'hui, cette peur va attaquer, ce virus va rentrer dans votre motivation. Parce que vous avez des choses que vous voulez faire habituellement. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de le faire. Alors, je me suis inspiré de la pyramide de Maslow, Abraham Maslow, qui s'intéressait beaucoup à l'approche humaniste. Une pyramide qui est vraiment intéressante parce qu'elle permet de comprendre comment nous fonctionnons, comment nos strates de valeur fonctionnent, comment on fonctionne, c'est-à-dire comment on arrive à être motivé, quels sont les degrés de motivation, où sommes-nous dans cette pyramide de motivation. Et justement, je tenais à vous expliquer, en commençant tout d'abord par la pyramide, le niveau bas, c'est-à-dire le besoin primaire, le premier niveau, le socle, je dirais, les fondements justement de la pyramide, besoin primaire. C'est quoi le besoin primaire? Donc regardez
le schéma, prenez la couleur verte, le socle, besoin physiologique, besoin primaire. Ça voudrait dire quoi? Besoin primaire, c'est les premiers besoins que nous avons. Là, actuellement, nous sommes en confinement. Boire, manger, dormir, rêver et procréer, faire l'amour. Alors, pourquoi pas faire l'amour? C'est aussi un besoin primaire. Alors, à consommer avec modération, on va dire, dans cette période. Mais je dirais quand même que ce besoin primaire est très important parce que pour pouvoir passer au deuxième niveau, qui est le besoin de sécurité, il faut absolument, je dis bien absolument, avoir satisfait le premier besoin. Donc, c'est très important. Le deuxième niveau, il parle de la sécurité. Maintenant, je sais que je peux boire, manger, procréer et rêver. Je veux m'intéresser à une stabilité. Comment je veux m'intéresser à avoir un travail, par exemple. J'ai mon emploi, j'ai une maison, je me sens stable. Là, je suis dans un sentiment de sécurité. Donc ça, c'est très important de comprendre. Ce besoin peut être satisfait seulement si le besoin primaire est satisfait. Si vous ne pouvez pas, dans le confinement, manger ou boire, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir passer au deuxième niveau. Donc ça, c'est très important de comprendre que le deuxième niveau, il peut être satisfait seulement si le premier niveau est accompli. Nous allons avoir le troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance. On va appartenir à quelque chose. Eh bien, il faut savoir, une fois qu'on a son métier, une fois qu'on a sa maison, on a son cadre familial, on a besoin d'appartenir à quelque chose. Appartenir à quoi? On a besoin d'appartenir, par exemple, à un groupe. On a besoin d'être dans une famille, dans un groupe spirituel, dans un groupe politique, dans une association, un groupe d'amis. Et ça, c'est tout à fait normal dans le système de la motivation de comprendre que chacun a besoin justement de se construire à travers une appartenance. Et une fois que c'est OK, que je réussis à avoir une appartenance, un groupe, et bien là, à ce moment-là, je peux rentrer dans la phase de l'estime de soi. Et oui, c'est quoi l'estime de soi? Vous allez voir comment l'estime de soi prend un sacré coup à travers justement cette situation. L'estime de soi, parce que je suis maintenant, j'ai besoin de m'affirmer. Donc forcément, cette estime de soi va passer par 3 points. Déjà, l'amour de soi, apprendre à m'aimer, parce que je vais aimer l'autre, mais je dois apprendre à m'aimer avant tout. Je dois apprendre à m'aimer parce que qui c'est qui pourrait plus m'aimer que moi? Ben, c'est moi. Donc forcément, dans l'estime de soi, il y a ce que j'appelle l'AVC. AVC, qui n'est pas bien entendu l'accident cardiovasculaire, mais c'est simplement l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Vous avez besoin de vous aimer dans un premier temps avant de donner l'amour à l'autre. Oui, je m'aime, c'est très important parce que chaque fois que vous aimez, vous avez une situation qui vous permet effectivement de prendre le dessus. Je prends le cas d'une situation de couple, par exemple. Vous allez aimer l'autre facilement. Mais si le jour que vous vous rendez compte que vous ne vous aimez pas, le jour qu'il y a rupture dans la relation, vous êtes la première personne qui sera affectée parce qu'en fait, vous ne vous aimez pas. Donc, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre justement à comprendre comment on s'aime. Parce que souvent, j'entends quand je pose souvent ces questions en cabinet, et les personnes me disent « Oui, je m'aime. Je m'aime, mais en fait, quand on demande « Qu'est-ce que tu fais dans la journée qui me montre que tu m'aimes ?» on se rend compte que cette personne, elle n'a pas grand-chose. Elle va te parler de son mari, elle va te parler de ses enfants, elle va te parler du ménage que j'ai fait à la maison, le repas que j'ai fait, les courses. Jamais quelque chose pour elle. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on se dit s'aimer, mais on ne s'aime pas en réalité. Dans l'estime de soi aussi, on va parler aussi de la vision de soi. Souvent, je ne sais pas si c'est un complexe, mais souvent c'est ce cas. On a du mal à se dire quand on a une position haute, une vision haute de soi-même. Souvent, on va se dire qu'on a une position basse, une vision très basse de soi, parce que justement, on n'a pas envie que l'autre pense qu'on est peut-être prétentieux, je ne sais pas. Et c'est souvent ça, et bien entendu, cette confiance qui va être relative. À partir du moment qu'on n'a pas confiance en soi, justement, cette estime que vous avez de vous, va prendre un sacré coup aussi. Et enfin, on va passer à la phase de la réalisation. Réalisation, on va se détacher du matériel et on veut réaliser quelque chose. Réaliser quelque chose pour moi, je ne sais pas, moi je veux écrire un livre, je veux faire une maison, je veux réaliser quelque chose de particulier dans ma vie. Ça, je suis dans une phase de réalisation. Donc voilà en gros la pyramide de Maslow qui permet de comprendre les différents niveaux de la motivation. Et chacun, je dis bien chacun d'entre nous, nous sommes à un niveau. Sauf que là, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, tous les niveaux sont touchés. On le voit, tous les niveaux, je dis bien tous les niveaux sont touchés.
Et c'est pour cette raison que, justement, je vous invite, justement, à comprendre, à reconstruire, justement, cette pyramide. Ça voudrait dire déjà, dans la première étape, les besoins primaires, qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, on n'est pas motivé parce qu'on est confiné. Boire, manger, dormir et rêver, on est confiné à la maison. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir manger? Est-ce qu'on va pouvoir dormir? Est-ce qu'on va rêver? Parce que maintenant, on a un sommeil qui est très léger. Eh bien, ça voudrait dire que ben, le virus est arrivé aussi au niveau primaire, c'est-à-dire dans les besoins physiologiques. Et même pour faire l'amour, c'est difficile aussi parce qu'on se dit, est-ce que je ne vais pas m'être contaminé? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ça montre bien que le virus est arrivé au premier niveau. Le deuxième niveau, pour montrer aussi, nous sommes dans le besoin justement de sécurité. Eh bien, vous êtes chez vous, vous allez vous poser la question souvent, est-ce que je vais retrouver mon travail? Est-ce que je ne serai pas en chômage? Parce que c'est la situation économique qui en prend un coup aussi. Et là aussi, ce besoin de sécurité, ce virus est aussi là parce que on va se rendre compte qu'on ne peut pas se projeter parce qu'on se pose beaucoup de questions justement. Est-ce que j'aurai mon travail? Est-ce que je serai à chômage partiel? Est-ce que mon entreprise va pouvoir résister? Beaucoup de questions qui se posent, qui montrent bien qu'on est aussi inquiet à ce niveau-là. L'appartenance qui montre bien que le lien que nous avons avec les amis, eh bien oui, les amis, on peut communiquer maintenant par téléphone, mais on ne peut pas les voir, en tout cas on évite de les voir. La famille très proche, justement, on sait qu'ils sont là, on ne peut pas aller les voir, surtout les personnes âgées, on ne peut pas aller les voir. Et les amis politiques, les amis spirituels, les amis qui sont sportifs, on ne peut pas les voir. Donc forcément, on est dans cette situation. Ce virus aussi est arrivé dans l'appartenance. Et nous avons maintenant dans l'estime de soi, on se rend compte que certains, je le vois souvent, me disent, certains ne se rasent pas, certains ne veulent pas s'habiller, certains ne veulent pas manger, certains n'osent même pas se regarder tout simplement. Là, on a une perte de valeur qui arrive et une confiance qui est en train de devenir dégressive. Voilà déjà, et forcément, cette pyramide, elle est progressive, ça voudrait dire la phase de réalisation, les rêves, les projets, on en parle de moins en moins dans cette situation parce que justement, tous les niveaux, c'est un peu comme une forme de gratte-ciel qui s'est effondré. Aujourd'hui, voilà comment je vous explique, de comprendre tout simplement comment on peut prendre conscience que cette peur a envahi notre motivation. Alors ça, c'était pour expliquer la motivation. Maintenant, moi, je veux vous proposer cette attitude, cette clé qui vous permettra tout simplement d'agir. Parce que là, c'est bien de dire, on a compris comment ça fonctionne. Comment agir, comment voir les choses différemment. 7 choses comme 7 jours de la semaine. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, tout simplement, c'est penser à un jour où vous avez eu une expérience positive. Peut-être la naissance de votre enfant, peut-être un voyage, peut-être un jour où vous avez eu confiance en vous, peut-être un jour quand vous étiez parfaitement bien, je ne sais pas, tellement ancré, tellement sûr de vous, tellement bien que rien ne pouvait vous arracher, même un ouragan ne pourrait vous arracher parce que vous êtes parfaitement bien dans cet état. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Tout simplement, quand vous avez trouvé ce jour-là, cet état-là, je vous invite tout simplement à faire cette petite pratique. Alors, si vous avez le temps, vous êtes tous là? On va prendre 2 minutes. Je vous invite à fermer les yeux juste quelques secondes. Faites-le, je vous invite. Vous allez voir comment c'est intéressant de comprendre les choses. Et là, je vous invite à chercher un jour où vous étiez parfaitement bien, un jour que vous avez eu confiance en vous et que rien ne pouvait vous arriver. Alors, je ne sais pas à quel endroit. Certainement, peut-être que vous êtes dans un espace à la maison, peut-être dans la nature. Je ne sais pas où vous êtes. Je vous invite à explorer totalement cet endroit, comme si vous étiez là maintenant, au moment où je vous parle, et prenez le temps de voir tout ce qu'il y a à voir dans cet endroit. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a personne, peut-être qu'il y a des formes, peut-être qu'il y a des objets, peut-être qu'il y a des couleurs. Je vous invite à voir tout ce qu'il y a à voir dans cet endroit. Parce que vous le savez, vous avez vécu cette situation et vous étiez parfaitement bien. Les formes, les couleurs de forme, tout ce que vous voulez,
mais je vous invite à, comme si en fait comme si les yeux étaient devenus une petite caméra qui est capable de se balader sur 180 degrés. 180 degrés où on peut voir tout ce qu'il y a à voir, mais vraiment tout ce qu'on peut voir. Voilà. Maintenant, je vous invite maintenant à entendre tout ce qu'on peut entendre ce jour-là, ce jour où vous avez eu parfaitement confiance en vous, le jour où vous étiez bien, le jour où vous étiez en joie, dans une sérénité extraordinaire. Eh bien, vous allez simplement vous plonger, de vous connecter à ce que vous avez entendu ce jour-là. Certainement, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait la musique, peut-être le silence, peut-être un dialogue que vous avez avec vous-même, parce que c'était tellement agréable que je me souviens de ce que j'entendais. Peut-être qu'il y avait des personnes qui parlaient, peut-être qu'il y avait du vent, peut-être le silence, je ne sais pas. Prenez le temps de vous connecter à ce moment-là. Et maintenant que vous avez entendu tout ce qu'il y avait ce jour-là, ce que je ne sais pas où vous êtes, je vous invite maintenant à ressentir ce que ça procure chez vous. Parce que cet endroit, ce jour-là, vous avez ressenti des choses. Peut-être la joie, peut-être la confiance, peut-être la sérénité. Je ne sais pas. Prenez le temps de ressentir, mais vraiment ressentir les choses. Et de voir comment c'est agréable de se connecter quelques secondes à ce moment agréable, ce moment de sérénité. Et pendant que vous êtes en train de le faire, je vous invite maintenant à voir cette image parce que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez ressenti les choses. Je vous invite à voir l'image comme si vous êtes en train de faire une photo cognitive de ce moment-là. Une photo cognitive, ça voudrait dire une image que vous avez avec toutes les sensations, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et je vous invite à faire une photo, comme si en fait vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton et faire une photo de ce moment-là. Une photo de ce jour-là que vous avez eu parfaitement confiance en vous. Voilà. Donc certains, certainement, ont déjà appuyé sur le bouton. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un ancrage portatif. Ça voudrait dire chaque fois, je dis bien chaque fois que vous serez chez vous, que vous serez dans une situation de stress, vous allez faire appel à cette image que vous avez travaillée sur le canal visuel, sur le canal auditif et le canal tout simplement émotionnel. Cette image va vous emmener dans le même état émotionnel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle un ancrage portatif, parce que ça voudrait dire c'est comme une forme de disquette virtuelle. Chaque fois que vous allez vous sentir mal, eh bien, vous allez penser à cette image-là, cette image-là sera attachée avec cette émotion. Aussi simple que ça, parce que vous avez la possibilité d'utiliser tous vos canaux de communication. Vous avez vu, 3 canaux de communication seulement. Le canal visuel qui nous permet de voir tout ce qu'on a à voir dans cet endroit. Le canal auditif qui nous permet d'entendre tout ce qu'on a entendu dans ce moment-là, parce qu'il y a des choses que vous avez entendues. Et enfin, tout ce que nous avons ressenti. 3 canaux de communication permettent tout simplement de se connecter à une émotion que vous avez vécue. Voilà quelque chose d'aussi simple que ça qui vous permet, chaque fois que vous aurez justement cet état de stress à la maison, vous avez la possibilité tout simplement d'utiliser cet outil-là. Maintenant, je vais passer à la phase 2, c'est-à-dire, moi je dirais la clé 2, parce que j'en ai dit qu'il y avait 7, comme 7 jours de la semaine. La phase 2, c'est prendre conscience tout simplement des choses qu'on pourrait faire à la maison, parce qu'on n'est pas au travail. Nous sommes confinés, c'est vrai, mais combien de choses que nous pouvons faire à la maison? Alors déjà avec les enfants, vous pouvez prendre le temps de discuter avec les enfants, de travailler avec vos enfants, de créer, de faciliter une complicité avec les enfants, peut-être même de dire des choses avec les enfants. Je prends par exemple de parler de la sexualité avec les enfants, de parler un petit peu de certaines choses qui permettent effectivement de communiquer, je dirais, de faciliter les choses parce que nous sommes à la maison. Donc peut-être, quand on part très tôt le matin,
quand on rentre très tard, peut-être qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Et c'est ça que je dis souvent, on ne se rend même pas compte. C'est vrai que c'est une situation difficile, le confinement est une situation difficile, mais aujourd'hui, se retrouver effectivement enfermé nous donne d'autres possibilités, malgré l'état réel de la situation, qui nous permet effectivement, chacun, de pouvoir se projeter, chacun de pouvoir communiquer et peut-être apprécier l'autre différemment. Parce que je prends le cas par exemple, moi quand je suis chez moi, ben, je profite pour discuter, je profite par exemple pour faire un repas. Moi j'aime bien faire un blaf par exemple, je vais profiter pour faire un blaf parce que j'ai le temps de le faire. Et je vais profiter pour faire autre chose, je vais lire, je vais faire autre chose, mais je vais communiquer surtout de manière à faire le temps, avec le temps, de manière à communiquer facilement et de prendre ce petit moment-là parce que chaque seconde est importante. Voilà déjà des choses tout à fait naturelles. Vous voyez, des choses que vous avez en votre possession. Vous avez un enfant, vous avez le conjoint, vous avez d'autres moyens de pouvoir communiquer. Donc, aussi simple que ça nous permet tout simplement de faire les choses différemment. Alors, maintenant, nous allons passer à la phase 3, c'est penser à son corps. Le corps, moi je dirais, le corps et l'esprit sont du même système cybernétique. Nous avons des pensées ici et nous avons un corps. Souvent, le corps, on oublie ce corps. Et bien là, aujourd'hui, on a la possibilité de profiter pour se reposer. Parce que même quand on a des alertes, on ne le fait pas. Donc, prenez le temps de vous reposer. C'est un moment, justement, quand les choses vont redémarrer, ce sera une façon de reposer les muscles, de pouvoir se ressourcer, de prendre des vitamines, de dormir profondément. Alors, quand je dis profondément, c'est vraiment se déconnecter profondément de manière à penser positivement. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de dormir, lâchez prise, dormez. La nuit, c'est fait pour dormir. Dormez profondément, lâchez-vous. Restez tout simplement dans la détente des muscles. Relâchez vos muscles. Vous allez voir, le corps a besoin aussi de repos. Parce que dans cet état de confinement, nous sommes constamment, je dis, en train de penser. Surtout ceux qui sont dans le pôle mental. Le disque dur, le cerveau, il tourne à 100 à l'heure. Donc, il faudra aussi penser que nos pensées, elles vont exister, elles vont pouvoir s'opérer, agir quand le corps se porte bien. Ils sont très relatifs. Si vous êtes fatigué, vous allez voir, ça va agir sur les pensées. Si vous êtes bien dans la tête, ça agit sur le corps. Donc, c'est aussi une façon d'expliquer que le corps est aussi à prendre en compte. Il faudra se reposer, prendre le temps. Chaque petite seconde, c'est important à la maison parce que on a travaillé, on est dans un rythme très soutenu. Je peux vous dire, chacun va partir très tôt le matin. On n'a pas le temps de se reposer. C'est le moment de le faire. Faire une cure de sommeil, un sommeil réparateur, prenez des vitamines. Vraiment, vraiment important pour moi d'insister sur le corps parce que souvent, on pense à ces projets, on pense à des choses, mais on ne pense pas au corps. Et à partir du moment qu'on a des alertes qu'on ne respecte pas, vous allez voir tous les projets que vous aurez, vous n'allez pas pouvoir les aboutir parce que le corps ne suit pas. C'est comme si les pensées sont... Et le corps est derrière, mais il faudra que le corps se repose fortement. Donc voilà un point essentiel pour moi, le corps, parce que le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Maintenant, nous allons parler un petit peu du sport. Et oui, souvent j'entends cette question, oui, nous sommes confinés, comment faire du sport ? On peut faire du sport de différentes manières. Vous pouvez faire du sport chez vous très facilement, même avec les enfants, tout simplement en faisant des abdos. Ceux qui veulent faire des abdos pour la musculation peuvent le faire chez vous. Vous êtes dans votre salon, vous êtes sur la galerie, vous pouvez avoir un vélo d'appartement ou aussi vous pouvez vous mettre pendant un certain nombre de temps à faire du vélo. Vous pouvez aussi, si vous avez un marcheur, il y a beaucoup de moyens de pouvoir faire du sport et ça, je crois que c'est important. Parce que le sport, et il faut le faire dans le plaisir. Il ne faudra surtout pas considérer que c'est une corvée. À partir du moment que vous considérez que c'est une corvée, vous allez voir, vous n'aurez pas envie de faire du sport. Et pourtant, c'est ce sport qui va permettre au rythme cardiaque justement d'être complètement en action. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si le cœur n'a pas l'habitude de travailler, qu'est-ce qui va se passer ? Il sera fortement sollicité et forcément il sera en pression pour les personnes qui sont à risque, comme par exemple les personnes qui sont hypertendues, par exemple.
eh bien, vous allez voir, la tension sera très élevée parce que tout simplement, on ne fait pas du sport et on est stressé, on est constamment porté sur la peur qui existe. Il faudra surtout faire un peu de sport à la maison. Tous les moyens sont bons. Moi, j'ai entendu souvent des personnes dire c'est trop difficile d'être enfermé pour faire du sport. Moi, je crois que ce sont des stratégies de sabotage. Ce sont des stratégies de sabotage qu'on va planifier. Et bien, une fois qu'on les a planifiées, vous allez voir, vous allez passer la semaine sans jamais faire du sport. Moi, je vois certains qui ils me disent que je mets mon short, je mets mes sandales à côté de moi et je vais juste essayer de monter sur le marcheur. Ben non, je préfère rester devant la télé et là, je ne fais pas de sport. Donc, il faudra installer un programme, justement, et intégrer dans ce programme, on va le voir tout à l'heure, ce sport qui sera fondamental, qui permet de détendre les muscles, mais aussi de préparer le cœur, parce qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, le cœur, sans vous rendre compte, inconsciemment, le cœur est fortement sollicité et vous plonge facilement dans une situation encore plus douloureuse. Donc voilà, c'est vraiment déjà pour vous expliquer que le sport est vraiment fondamental. On ne se demande pas de faire une compétition, de rester, vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, n'allez pas faire du sport à un rythme très soutenu. Faites suffisamment pour pouvoir maintenir le corps, maintenir la santé. Et là, vous allez voir, vous allez vous porter beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux, parce que le sport est vraiment fondamental pour la santé. Et compte tenu de la situation, nous sommes devenus de plus en plus fragiles. Je vous invite vraiment à faire ce sport. Alors maintenant, nous allons passer à la situation 5, c'est-à-dire la clé 5, c'est passer du temps, moins de temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire des réseaux sociaux? Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer très facilement. Instagram, Facebook, Twitter, enfin tout ce que vous avez, Facebook. Sauf que le danger, il est là, il est permanent, il est là parce que observez bien dans la journée, vous allez voir dans la journée, vous serez constamment en train de regarder votre portable sur un post que vous allez recevoir, un post douloureux qui parle de la situation, qui parle du virus dans le monde. Et ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez transmettre tout simplement à votre réseau des personnes que vous connaissez. Le plus souvent, ce sont des personnes qui sont dans votre fichier. Et justement, vous allez installer, sans vous rendre compte, une forme de pyramide, une forme de spirale. Et bien, cette peur que vous avez vous-même, vous allez transmettre cette peur à quelqu'un d'autre. Et cette personne même va transmettre la peur à quelqu'un d'autre. Et forcément, vous allez voir, et c'est la peur qui s'installe parce que le système a commencé. Et c'est comme ça que des fois, et d'ailleurs, on ne peut même pas vérifier toutes ces informations. Il y a des informations qui sont vraies, il y a des informations qui sont fausses. Et souvent, on passe beaucoup de temps. Prenez le temps en fin de journée, regardez votre portable, ceux qui peuvent le faire, et regardez le nombre de temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que vous passez pratiquement plus de la moitié de la journée, voire 2/3 de la journée sur les réseaux sociaux, justement sur les nouvelles qui ne sont pas excellentes, qui sont polluantes, et qui vous mettent effectivement dans un état, je dirais, pollué, et qui n'arrange pas les choses. Donc, je vous invite à prendre le temps, à organiser les choses différemment. On peut prendre un temps, par exemple, organiser sa journée. Vous voyez le matin, chaque matin, vous allez installer un programme très simple. Un programme comme un tableau de bord. Un tableau de bord. Et ce tableau de bord permet tout simplement de faire la journée, de programmer la journée depuis le petit déjeuner jusqu'au coucher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Faites l'expérience, enlevez les réseaux sociaux, on va dire, mais vous allez choisir à quel moment que vous allez vous connecter. Par exemple, je ne sais pas, les posts WhatsApp, vous dites par exemple, je vais décider de me connecter à midi. Mais entre 6 heures, le petit déjeuner et midi, je peux faire plein de choses parce que je l'ai décidé, j'ai décidé de faire autrement et vous allez voir autant de choses. Vous allez prendre la connexion à midi, entre-temps, vous allez pouvoir regarder le journal. Ça vous permet pendant 4 heures ou même 5 heures d'avoir effectué beaucoup de choses chez vous parce que vous n'étiez pas sur votre portable, parce que vous n'étiez pas sur votre ordinateur. C'est un moyen de communication intéressant parce que ça nous permet de nous joindre et de communiquer, sauf que je veux vous dire, on reçoit des messages qui sont des fois très polluants et je peux vous dire, si vous voulez vraiment vous sentir bien, c'est vraiment canaliser, programmer à quel moment que je décide de... Moi, je prends un exemple concret, moi j'ai mon portable, je reçois des messages parce que je suis un chef d'entreprise tous les jours. Je peux décider à quel moment que je vais regarder mon WhatsApp.
Si je décide de regarder 2 fois dans la journée, je vais le faire 2 fois parce que je sais que ça va me polluer pendant la journée. Donc, ça veut dire que je suis dans le contrôle de ce que je veux recevoir et ce que je ne veux pas recevoir. J'ai un journal à la télé qui me permet d'avoir des informations qui me permettent de me connecter dans la journée. Donc, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, bien au contraire, ce sont des moyens de pouvoir communiquer, sauf que là, dans la situation de confinement que nous sommes, il faudra programmer comment vous voulez l'utiliser parce que les nouvelles ne sont pas agréables à voir et forcément, vous allez vous polluer vous-même et vous allez polluer l'environnement. Et c'est comme ça, cette peur, elle s'installe et elle va encore de plus en plus monter crescendo parce que justement, on ne se rend même pas compte qu'on est fortement impliqué dans tous ces réseaux. Voilà un exemple concret qui permet effectivement de comprendre comment on peut effectivement s'en sortir parce que vous avez le contrôle de tout ce que vous voulez faire dans la journée. Moi, je n'ai pas envie de regarder mon portable aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai rencontré un ami dernièrement, c'était très marquant. Je le rencontre, je lui dis, tiens, est-ce que tu pourrais me donner ton téléphone? Il me répond, téléphone portable, je n'en ai pas ça, je n'ai jamais eu de téléphone portable. J'étais vraiment malheureux parce que je me suis dit, mais comment tu n'as pas un téléphone? Comment on peut te joindre? Eh bien, moi, j'ai un téléphone fixe, si tu veux me joindre, tu m'appelles parce que je ne peux empêcher tout ce qui va se faire, je ne peux rien empêcher parce que je n'ai pas la maîtrise de tout ce qui se passe. Voilà un exemple qui montre comment il y a des personnes qui arrivent à se sortir un petit peu dans le schéma et qui permettent de prendre du recul parce que chaque fois que nous allons recevoir quelque chose, on sera forcément pollué et on pourra passer une journée moins agréable parce que nous avons à gérer tous ces postes que nous recevons. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu, sans faire un coup de gueule, mais c'est vraiment expliquer comment ça peut nous affecter, comment on peut être submergé et comment il faudra effectivement diriger, canaliser, comment on pourrait l'utiliser fortement. Alors maintenant, on va parler de dysfonctionnement relationnel. Donc, il faut savoir que chez vous, on est à la maison avec les enfants, nous sommes avec le conjoint. Il faut savoir que les choses sont différentes. Parce que là, nous sommes confinés. D'habitude, on parle le matin, on rentre le soir, on se parle un petit peu le matin, un peu le soir. Là, aujourd'hui, nous sommes 24 heures sur 24. Qui c'est qui pourra me dire aujourd'hui, dans le confinement, qu'il n'y a pas des fois où on va dire, où ça explose? Oui, tout à fait, ça explose des moments parce que vous êtes 24 heures sur 24 à communiquer avec la personne que vous ne communiquez pas souvent. Ça pourrait être l'enfant que vous lui dites comment tu as passé la nuit, passe une bonne journée, est-ce que tu as tes leçons? Sauf que là, aujourd'hui, tu es obligé de lui dire tout simplement de faire attention, d'avoir le comportement, il faut laver tes mains. Et là, forcément, ça crée effectivement des fois des tensions. Alors, les tensions sont fortement liées à la personnalité. Il faut savoir que, je prends le cas d'un couple, c'est très important de comprendre les pôles de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que des fois c'est difficile de communiquer avec le conjoint? Qu'est-ce qui fait que le conjoint et des fois s'énerve? Parce qu'il s'agit des personnalités totalement différentes. Des personnalités totalement différentes parce qu'il y a des personnes qui sont dans le pôle mental, ils sont complètement différents. Ceux-là, ils sont totalement orientés dans le futur. Ils sont constamment stressés, mais quand je dis stressés, mais vraiment stressés, parce qu'ils sont orientés futur. Tu es en train de leur parler, mais ils sont en train... Tu as vu là où tu as déposé la bouteille? Tu as vu où tu as fait ça? On sera malade. Donc, cette personne, elle va être complètement agacée si tu n'es pas justement à l'écoute, parce qu'elle est orientée futur, elle est constamment projetée dans le futur. Elle aura un comportement vraiment, elle est dans l'organisation, elle est vraiment dans la programmation. On a prévu de faire ça à cette heure, on a prévu de laver ça. Est-ce que tu l'as lavé? Elle est vraiment dans la programmation parce qu'elle est projetée futur. Mais nous avons aussi des personnes dans la relation, dans votre relation de couple, dans la situation familiale. Nous avons des personnes aussi qui sont dans le pôle émotionnel. Ceux-là, ça aussi, ça part en live aussi très rapidement. Comment? Parce que cette personne a besoin de reconnaissance. Les personnes qui sont dans le pôle émotionnel ont besoin de reconnaissance. Chaque fois qu'ils vont sentir qu'ils ont perdu de la valeur, ces personnes vont se sentir mal. Faites l'expérience avec votre conjoint, vous lui dites quelque chose ou une impression qu'elle perd de la valeur, elle sera constamment dans la frustration. Parce que, justement, tu ne t'es pas rendu compte que tu as en face de toi une émotionnelle, elle a besoin d'exister, elle a besoin de valeur, nous sommes confinés, seulement nous sommes aussi fragiles sur les émotions et on a besoin de contact, on a besoin d'affect et forcément, ça va créer des tensions.
Donc, faites attention, quand vous avez quelqu'un d'émotionnel, cette personne a besoin de reconnaissance. Il faut absolument faire attention de manière à ce que vous la chouchoutez, vous lui permettez effectivement de prendre conscience que voilà, nous sommes à la maison, mais nous ne sommes pas pour autant des étrangers, nous allons pouvoir communiquer. Je sais ce que tu aimes, je ferai des choses pour te valoriser parce que la situation de confinement nous emmène effectivement à un état de stress qui fait qu'aujourd'hui, on passe à côté. Mais nous avons aussi des personnes qui sont dans le pôle instinctif. Ceux-là, moi je les appelle des moteurs. Ils démarrent au quart de tout. Au quart de tout. Franc-parler, ceux-là, ça voudrait dire que chaque fois que vous allez dire quelque chose à cette personne, ils vont vous répondre, ils vont même utiliser la colère. Le plus souvent, ils sont dans la colère, ils sont des fois autoritaires. Et ça, il faut pouvoir le supporter parce que ça fait aussi partie d'une personnalité. Cette personne, des fois, a besoin de cette colère pour exister. Oui, elle se fâche. Mais laissez-la se fâcher parce que ce confinement, justement, ne lui permet pas de faire autrement parce qu'elle a besoin de colère pour exister. Parce que les instinctifs sont comme ça. Ce sont les instinctifs, ils ont besoin surtout de s'exprimer. Souvent, il y a certains qui sont dans le franc-parler. Il y a d'autres qui vont utiliser la colère, qui vont extérioriser leur colère. Il y a certains qui sont même perfectionnistes. Perfectionnistes. S'il faut ranger ce cahier-là, cet endroit-là, ils vont le ranger de ce côté-là. Sauf qu'ils ne vont pas utiliser la colère extérieure, c'est la colère intérieure. Donc, ils vont se prendre à eux-mêmes. Ils deviennent perfectionnistes parce qu'il faut ranger ça ici et ça n'a pas été rangé de cette manière. Donc, ça va créer effectivement. Mais nous avons aussi des personnes qui sont dans ce pôle aussi, qui ont du mal à prendre des décisions. Ceux-là sont en conflit interne aussi. Parce qu'ils ont du mal à dire non, parce qu'ils ont l'impression, dire non, ça va créer un conflit. Dire non, ça va créer un conflit. Donc, du coup, ils ne disent rien, mais ils ont une colère extériorisée ou une colère intériorisée. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui va générer un dysfonctionnement relationnel. Des fois, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à m'entendre avec mon conjoint, j'arrive pas à m'entendre avec mon enfant. C'est parce que, justement, on n'a pas compris qu'en fait, ils sont tous différents que nous. Il y a certains qui sont dans le pôle émotionnel, il y a certains qui sont dans le pôle instinctif, et il y a d'autres, bien entendu, qui sont dans le pôle mental. Ils sont totalement différents et il faudra, bien entendu, s'adapter parce qu'ils sont tous différents. Et ça, je vous invite à le faire, je vous invite à le mettre en pratique parce que je prends un exemple concret pour expliquer. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de participer à ma prochaine visioconférence mercredi, vous allez voir, je vais parler un peu de l'Ennéagramme qui explique les différents profils. Je prends 3 profils concrets, peut-être que vous allez vous retrouver. Le profil 8, par exemple, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui, de toutes les façons, il n'aime pas les faibles. Donc, il se considère comme fort, il est le plus fort. De toute façon, il ne veut pas être contrôlé. Si tu le contrôles, s'il a l'impression pendant le confinement que tu le contrôles, il expose. Donc, il aime contrôler, par contre, il n'aime pas être contrôlé. Ça, c'est vraiment une personnalité. Alors, c'est quelqu'un aussi, il va démarrer au quart de tour quand il a l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Oui, parce qu'il se passe quelque chose là, c'est le premier qui va se prendre à l'autre, parce que lui, il est attiré par les gens qui ont une force, il est attiré vers la force. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, cette personne, ce sont des personnes qui sont attirées par les gens qui considèrent forts, sauf que si vous êtes en guerre avec lui, il vous aime, parce qu'il considère, si vous êtes en guerre avec lui, c'est parce que vous avez du cran. Donc, ils ont beaucoup de reconnaissance pour les gens qui expriment justement, qui viennent vers eux exprimer cette colère. Je veux parler aussi des personnes qui sont aussi dans le pôle mental, par exemple, un profil 6, c'est quelqu'un qui est méthodique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, méthodique, quelqu'un qui est organisé, mais qui est vraiment dans le contrôle de la situation. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux autres. Alors là, dans la situation de confinement que nous sommes aujourd'hui, justement, c'est excellent d'apprendre à comprendre ces différents types de personnalités. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est justement dans le pôle 6, c'est quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est protocolaire, quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui aime les règles. C'est-à-dire que tu arrives à la maison, tu déposes ton sac n'importe quel endroit, tu n'enlèves pas tes chaussures et tout ça, cette personne-là, elle est en guerre avec toi parce qu'elle est hyper organisée, elle est dans la projection. Parce que j'ai dit, le profil 6, c'est un mental orienté futur.
Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire justement dans les gestes, voilà ce qui va se passer. Il va te le rappeler. Ce ne sera pas une guerre à déclarer avec cette personne, ce sera juste essayer de comprendre comment elle fonctionne. Donc voilà des personnalités que nous allons débattre justement dans la prochaine conférence qui va se passer mercredi 1er. Je vais rentrer en détail dans la technicité. Aujourd'hui, c'est juste des conseils que je vous donne. C'est pour vous montrer comment déjà à la maison, on a tout justement pour pouvoir changer la représentation. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de techniques, nous avons besoin juste de prendre conscience de ce qui se passe. Nous avons tout, mais vraiment tout, pour pouvoir changer la représentation des choses, parce que vous allez voir autour de vous, c'est vraiment ce qui se passe. Alors maintenant, nous allons passer maintenant à la phase 7, parce que j'ai dit qu'il y avait 7 jours comme 7 jours de la semaine. 7 jours comme 7 jours de la semaine. Et là, nous sommes tout simplement dans la situation de projet. Et oui, puisqu'on parle de projet, pourquoi dans cette période de confinement, on ne peut pas penser à nos projets et même rechercher, je dirais, les points faibles de ce projet? Vous avez la possibilité de rêver, vous avez la possibilité de voir, de rêver tout ce que vous voulez. Maintenant, on peut le faire. On l'a vu dans le niveau primaire, boire, manger, rêver et procréer. Eh bien, le rêve, justement, c'est très important. Vous avez le temps de le faire, le projet que nous avons à l'intérieur. Il est important pour nous maintenant de prendre le temps de comprendre que le projet est très important. Alors, il y a un outil que je vais développer un petit peu sans dans le détail, qui est important à comprendre que quand on parle de projet, souvent on a peur, on se dit, est-ce que je vais pouvoir réaliser ce projet? Sauf qu'il faudrait que ça soit quelque chose qui soit bon pour vous, qui soit écologique pour vous. Si ce projet que vous voulez réaliser n'est pas motivant, eh bien, vous n'allez pas pouvoir le réaliser. Parce que la première des choses, il faut qu'il soit motivant pour vous. La deuxième chose que je vais vous conseiller quand vous allez mettre en place, parce qu'on a du temps pour le faire à la maison, le projet, il faudra vérifier si ce projet dépend que de vous. Voilà une question qu'on se pose. On a un projet, on se réveille ce matin, on a envie de faire des choses, un effet environnemental, un effet sociétal, et on se rend compte que ce projet ne dépend pas que de nous. Alors vous imaginez, vous avez un projet qui dépend de Pierre, qui dépend de Paul. Eh bien, si Pierre et Paul ne font pas le projet, ne font pas le travail, eh bien, le projet ne sera pas réalisé parce qu'il ne dépend pas que de vous. Donc, dans le fait que vous allez mettre en place le projet, il faudra surtout vérifier s'il dépend que de vous. Parce que vous avez la possibilité d'agir quand ça ne dépend que de vous. Et c'est pour cette raison que si le projet que vous avez formulé en amont n'est pas celui-là, il faudra peut-être le reformuler pour qu'il dépende que de vous. Il y a aussi une question à se poser à travers ce projet. Il faudra aussi vérifier si ce projet est réalisable. Et oui, parce que qui c'est qui pourra mieux savoir si le projet est réalisable? Il n'y a que vous. Mais oui, aujourd'hui, j'ai envie de monter sur Mars, sur la Lune. Est-ce que c'est réalisable? Je suis le premier à savoir si c'est réalisable ou pas. Donc, ce sont des questions qu'on ne se pose pas. On se dit faire des projets. Maintenant, vous avez le temps de vous poser des questions. Je suis à la maison, j'ai le temps d'analyser mes projets. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça dépend que de moi? C'est très important. Est-ce que vous avez la possibilité maintenant de critiquer le projet aussi? Parce que ça aussi, on est tellement dans la passion d'un projet des fois, on ne se rend même pas compte qu'on n'arrive pas à le critiquer. Ben oui, on a le temps de le critiquer. Regardez les contraintes qu'il pourrait avoir par rapport au projet. Parce que quand vous voulez réaliser quelque chose, vous êtes tellement dans la passion, quand on passe dans la phase de réalisation, vous vous rendez compte que ce que j'avais prévu ne se passe pas de la même manière. Je vous invite pendant ce confinement, justement, à prendre le temps d'analyser la situation critique. Comment je vais regarder le projet et je vais me dire comment je peux faire pour que ça passe. Et si les choses ne se passent pas de cette manière, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, de nombreuses questions qui peuvent se poser, vous mettre dans un état critique et vous allez voir tout simplement qu'à travers toutes ces questions que vous vous posez, le petit temps qu'on passe à la maison, le petit moment qu'on passe à la maison vous permet
de travailler sur le projet, de se projeter. Alors pourquoi je parle de projet? Parce que je dis que nous sommes en confinement, nous avons la possibilité de penser à nos projets. Mais quand on est en train de le faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se projeter. Et oui, on est en train de se projeter. On a parlé de la peur tout à l'heure. Et oui, dans ce moment de peur, si vous pensez à votre projet, si vous analysez, si vous critiquez votre projet, vous êtes en train de vous projeter. Et ça, c'est important. Et je crois que si vous arrivez dans cette phase, la phase 7, à vous projeter, que ce soit sur le projet personnel, que ce soit sur les projets professionnels, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir vous sentir déjà beaucoup mieux parce qu'on parle de projet. On rêve. Et je rappelle, besoin primaire, on l'a vu, besoin primaire, rêver. Et ça, déjà, ça vous permet d'aller dans une démarche beaucoup plus constructive et sortir justement dans cet état de crise, je dirais, cette peur, parce qu'elle existe, la peur. On ne peut pas changer cette peur parce qu'elle est réelle. Sauf que nous pouvons changer notre représentation, c'est-à-dire voir les choses différemment, c'est-à-dire mettre d'autres lunettes pour justement voir les choses différemment. Je l'ai appris tout à l'heure que les émotions que nous allons ressentir sont liées fortement à ce que nous pensons. Vous avez quelqu'un en face de vous, vous pensez qu'il est méchant, vous allez voir, vous serez fermé, vous serez dans une position de méfiance parce que vous le pensez. Vous avez cette personne en face de vous qui est très gentille, qui est très ouverte, vous allez avoir un comportement complètement différent. Donc, c'est une façon d'expliquer que voilà comment il faut voir les choses, voilà comment il faut penser. La situation est grave, nous sommes à la maison, nous sommes confinés, mais vous avez beaucoup de possibilités de voir les choses différemment et de passer des moments agréables en famille parce que le temps nous le permet. Le temps était très court avant, on n'avait pas la possibilité. On a la possibilité de le faire aujourd'hui. Chaque seconde, chaque dixième de seconde est important à la maison. Nous avons la possibilité de lire, nous avons la possibilité de bricoler. Vous avez la possibilité aussi de faire des choses qui sont agréables. Je prends le cas, par exemple, de monter un tableau que vous n'avez pas monté depuis quelque temps, que votre époux ou votre épouse vous a demandé de le faire. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, un repas que vous voulez expérimenter, une recette. Allez sur Internet, par exemple, prendre une nouvelle recette et faites une recette, expérimentez, devenez un petit cuisinier de la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison et peut-être même, à travers vos recherches, trouver des choses que vous aimez. Et voilà autant de choses qu'on peut faire à la maison pour sortir de cette situation, je dirais, difficile sur le plan émotionnel. Et voilà comment on peut changer la représentation des choses. Voilà, donc je crois qu'à travers cette discussion, maintenant, je voudrais savoir si vous avez des questions, parce que je pourrais répondre à une question ou deux, parce que je crois que pour le nombre de questions que nous avons eues, j'ai synthétisé globalement, parce que c'est vraiment une première visioconférence, parce que je rappelle que mercredi 1er avril, nous allons entrer dans la technicité, nous allons entrer dans les détails concernant les outils, parce que je parle des outils qui sont fortement basés sur la PNL et l'Enneagramme. Vous avez la possibilité de rentrer dans des outils beaucoup plus profonds, où je serai à vous parler de l'outil le plus puissant utilisé dans le monde, qui est aujourd'hui plus de 2 millions, 3 millions de personnes l'utilisent dans le monde. Et vous allez pouvoir l'expérimenter et justement commencer à comprendre comment c'est important de créer des outils, de comprendre les outils, de pouvoir vous-même expérimenter des choses de manière à changer la représentation, de manière à vivre autrement. Et c'est vraiment ce que je vous propose dès la semaine prochaine, de pouvoir vous inscrire. Vous verrez tout à l'heure vous inscrire pour pouvoir participer à cette visioconférence. Voilà, donc j'attends des questions. S'il y a des questions que vous pourrez... voilà. Alors, tout d'abord, je viens d'avoir une question. Comment motiver nos jeunes? Alors, ça, c'est une question formidable. Alors, la première des choses à faire, c'est de la manière qu'on va parler à ce jeune. Moi, je vous invite justement à utiliser ce qu'on appelle la motivation mixte quand vous parlez à ce jeune. La façon de lui parler, de l'exprimer, comment on peut le motiver. Donc déjà, quand vous lui dites, par exemple, si tu arrives à faire ça, tu vas obtenir ça. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la carotte qu'on va mettre devant, parce que l'enfant, des fois, ne sait pas, tu lui dis de faire ça, il ne sait pas ce qu'il va gagner. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est de mettre la personne dans une situation de déplacement, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas gagner en faisant ça? Je prends un exemple concret. Un enfant qui ne travaille pas à l'école, tu lui dis maintenant, si tu travailles, si tu arrives à avoir ton bac, eh bien, tu verras comment on peut effectivement
ce que tu vas gagner à travers. Mais sauf que ce n'est pas suffisant. Il faudra aussi dire à cet enfant, s'il ne travaille pas, voilà ce qui va se passer. Donc, c'est ce qu'on appelle le bâton. Il y aura le bâton derrière. Il y aura la carotte devant qui va lui permettre de dire ce qu'il va gagner. Mais on aura aussi le bâton derrière qui dit, voilà, si tu ne fais pas ton travail, eh bien, par exemple, tu vas rester à la maison avec moi pour faire le ménage. Et le plus souvent, ils n'ont pas tellement envie. Et c'est une façon, vous voyez, juste dans la conversation, on va utiliser la motivation mixte. Ça permet effectivement à l'enfant de voir qu'il va se déplacer. Hein. Prenez un exemple concret, vous êtes dans la nature, on vous met quelque chose devant vous, on vous met une carotte, vous avancez, on vous met le bâton derrière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez constamment dans une translation, vous allez vous déplacer parce que vous avez la pas devant et le bâton derrière. Ça, c'est déjà pour juste dans le langage transformationnel. Alors, il y a quelque chose de très intéressant aussi, qu'un enfant aussi qui est intéressant pour motiver un enfant, c'est de la manière de lui parler. Alors souvent, je le vois avec des parents qui vont parler à un enfant, qui vont commencer à dire à l'enfant les choses qui ne sont pas agréables à entendre en premier lieu. Il faut savoir qu'il y a un outil qui est extraordinaire qu'on va utiliser en PNL, qui permet effectivement de motiver un enfant ou un adulte. Il faudra commencer dans un premier temps à lui dire les choses positives que vous avez repérées chez lui. C'est très intéressant pour l'enfant d'entendre ce que tu as perçu de positif chez lui dans son comportement. Par exemple, je ne sais pas, j'ai vu que tu as fait des efforts, j'ai vu que ce soir, maintenant, tu te couches plus tôt le soir, j'ai vu que tu fais l'effort de faire moins souvent le jeu. Et il y a des choses que vous avez repérées, il faudra dire à l'enfant ce que vous avez repéré. Mais alors, lui, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez lui quand vous avez dit les choses positives observables? Eh bien, l'enfant va ouvrir tout simplement son canal auditif. C'est-à-dire, maintenant, vous pouvez lui dire les choses que vous auriez souhaité qu'il améliore. Et ça, il va l'entendre parce que vous avez su lui dire en amont toutes les choses que vous avez repérées qui fonctionnaient, qui étaient positives. Et ça, c'est intéressant pour l'enfant. Un enfant qui pense qu'il est négatif, un enfant qui pense qu'il ne va pas réussir quelque chose, il entend le parent lui dire que tu vas pouvoir réussir comme ça, que tu as fait ça de bien. Mais l'enfant te regarde, lui-même, il se dit, ah, je pensais que je faisais que des conneries. Et là, vous pourrez lui dire les choses qui sont à améliorer très facilement. Et juste après, pour ne pas laisser l'enfant avec la dernière note qui est limitante, là, on va fermer justement ses propos en lui donnant une note d'encouragement positive. Et vous allez voir, c'est comme si vous avez donné un cadeau à cet enfant parce qu'il a entendu tous les points positifs que vous avez abordés. D'accord? Donc, il les a entendus, il les a enregistrés. Et là, il s'est préparé à entendre tous les points que vous auriez souhaité qu'il améliore. Et vous avez fermé, ce qu'on appelle le sandwich américain, vous avez fermé le sandwich, tout simplement, ce qui fait que l'enfant retient parfaitement ce que vous avez dit. Et là, il pourra le mettre en pratique. Donc, voilà un exemple concret. Ce sont des petites techniques qui permettent effectivement de faire progresser un enfant, de faire progresser un stagiaire. Parce que souvent, on a tendance à dire souvent les choses qui ne vont pas en premier lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant ou l'adulte va fermer systématiquement son canal auditif. Parce qu'on a commencé, malheureusement, par les choses qui sont désagréables. Et là, la personne, elle se sent mal. Et donc, elle va même faire des hochements de tête pour donner l'impression qu'elle écoute. Mais elle est déjà partie en live depuis très longtemps. Et c'est comme ça, des fois, on va compromettre l'apprentissage de ce jeune, en tout cas de cet enfant. Alors, est-ce qu'on peut se cacher derrière une autre émotion? Alors, c'est ça la question? Est-ce qu'on peut se cacher derrière une autre émotion? Oui, tout à fait. Parce que une émotion, on ne sait pas comment elle s'est présentée. Parce que derrière une émotion, on peut avoir beaucoup de choses. Alors, c'est pour cette raison qu'on se dit, des fois, entre la verbalisation, la personne te dit qu'elle ressent quelque chose, oui, alors, sauf que nous avons un moyen de contrôler, c'est ce que nous appelons la communication non verbale. La communication non verbale nous permet de comprendre ce qui se passe. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit que je me sens super bien, et en fait, juste par un regard, je sais que justement, cette personne est très mal. Comment je le sais? C'est parce que je suis en train de regarder tout simplement ses yeux. D'ailleurs, on va en parler le 1er avril. Cette personne, par ses mouvements oculaires, au moment où elle te dit qu'elle se sent super bien, je suis en joie, c'est une émotion, elle est en réalité très mal. Comment je le sais? C'est à travers ses yeux. La position de ses yeux
me permet de comprendre qu'elle est dans un état de mensonge. Et pour quelle raison? Parce qu'elle est en train de se protéger. Il y a une intention positive dans tout comportement, elle se protège. Donc ça voudrait dire qu'en fait, une émotion peut cacher une autre. Ça voudrait dire que la personne va verbaliser son état. Le plus important, c'est de comprendre son langage non verbal. Alors on le voit aussi, quelqu'un qui vous dit qu'il est super bien, on peut avoir une déglutition. La personne va avaler sa salive. Quand elle va avaler sa salive, ça voudrait dire changement d'état interne. Et oui, aussi simple que ça. Comme on dit en créole, nous avaler cracher en nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe agréable ou alors désagréable. Donc ça, à la maison, vous avez votre conjoint, vous parlez, vous voyez la personne en train de saliver, ça voudrait dire qu'elle change d'état interne. On le voit aussi dans la respiration. Oui, la respiration qui pourrait paraître très banale, la personne va changer de respiration. Juste au moment où elle change de respiration, vous êtes en train de parler, elle respire de plus en plus vite. Il se passe quelque chose. Et on pourrait même voir, parce que je vais revenir encore sur les mouvements oculaires, quelqu'un qui est en train de se poser des questions, juste dans la position des yeux, on peut savoir à quel moment que la personne est en dialogue interne. Ah oui, dialogue interne, tu peux lui poser la question, qu'est-ce que tu te dis? Elle te dira, je me disais, parce que la personne a montré par ses yeux, par ses mouvements oculaires, une position qui montre bien qu'elle est dans un dialogue interne. Donc, vous voyez, c'est des choses aussi simples. Moi, je vois des enfants, par exemple, qui connaissent tellement bien leurs parents, les enfants n'ont pas appris les mouvements oculaires. Mais l'enfant connaît tellement bien le parent va faire la fessée, l'enfant regarde ses parents dans les yeux, l'enfant a déjà compris s'il aura la fessée ou pas. Et pourtant, il n'a jamais fait les mouvements oculaires. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant est capable, par son acuité sensorielle, de repérer les yeux de ses parents et comprendre s'il aura la fessée, parce qu'il a compris parfaitement, il arrive à calibrer ce qu'on appelle la micro-calibration, qui permet de comprendre comment chacun peut communiquer verbalement et non verbalement. Alors, c'est important de le savoir parce que on est souvent en train de dire que quelqu'un n'est pas loquace, elle ne parle pas beaucoup. Sauf qu'on ne sait pas que nous avons 5% de communication verbale et 95% de communication non verbale. Ça voudrait dire, quand vous avez quelqu'un en face de vous et vous ne regardez pas la personne dans cette histoire de situation de confinement, eh bien, vous perdez 95% d'informations de la personne. Et oui, 95%. Ça voudrait dire qu'il faut regarder comment elle fonctionne, il faut regarder sa posture, il faut regarder sa respiration, il faut regarder ses mouvements oculaires, il faut regarder les mots. La personne va utiliser des mots. L'expression qu'elle utilise aussi, c'est fondamental. Parce que quelqu'un, dans son confinement, on ne va même pas se rendre compte que chacun, on va avoir un canal de communication différent. Quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui est visuel, vous allez voir, quand tu vas lui parler, il faudrait que tu sois dans un mode visuel. C'est-à-dire que tu parles avec un canal visuel, ça veut dire je vais parler de tout ce qui est visuel, de tout ce que je peux voir et observer. Ça, c'est important. Mais qu'est-ce que ça vous permet de faire? Quand vous avez repéré, dans cette situation de confinement, par exemple, le conjoint, vous n'arrivez pas à vous entendre avec la personne. Des fois, vous avez simplement raté ce qu'on appelle le rapport de communication. Et comment se construit ce rapport de communication? Il se construit tout simplement par deux choses que je dirais fondamentales. Déjà la distance de sécurité que vous avez avec la personne. C'est-à-dire que si vous êtes trop près de la personne, si vous êtes trop loin de la personne, il y a déjà des choses qui se passent autour de vous. Il faudra aussi s'adapter par rapport à la façon que la personne fonctionne. Si elle parle très fort, quelqu'un qui a une voix élevée, elle va parler vraiment avec un débit très rapide, eh bien, tu vas voir ça. Si tu essaies de parler comme la personne, tu vas installer un rapport de communication. Si le volume aussi est très bas, ben, elle te parle, elle te dit « Comment vas-tu » Tu lui dis « Je vais passer une bonne journée. » Vous allez voir simplement là déjà, il y a un mauvais rapport, ce qu'on appelle la synchronisation paraverbale, elle n'est pas faite. Donc, beaucoup de petits outils comme ça, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il faut savoir que le 1er avril, je vais en parler en détail sur cette vision conférence. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette communication non verbale nous permet de gérer beaucoup de situations dans la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à la maison. C'est-à-dire que le fait qu'on peut communiquer autrement, parce que souvent on était beaucoup dans la verbalisation,
Et même les mots que nous allons utiliser, on pourra aussi adapter des techniques qui pourront permettre effectivement de comprendre parfaitement. Vous allez avoir souvent des personnes qui sont en position victime, qui vont se plaindre sans arrêt, ils vont communiquer avec les autres. Eh bien, on a des techniques aussi pour permettre de sortir dans cette position victime. Faites l'expérience. Vous avez quelqu'un en face de chez vous qui vous appelle tous les soirs pour vous raconter « je vais mourir, je me sens mal ». Et vous-même, vous allez voir, quand vous commencez à raconter à la personne des choses, par exemple en lui disant que vous êtes mal, vous êtes plus mal, vous avez des situations, vous avez des symptômes qui vous montrent que vous êtes beaucoup plus mal, eh bien, vous allez voir, systématiquement, ces propos seront différents. Parce que cette personne a décidé que vous allez la sauver, vous étiez sauveteur. Et là, on va avoir beaucoup de situations comme ça à gérer. Parce que on est dans une communication qui est verbale, mais on est aussi dans une communication non verbale. Donc voilà, autant de choses que nous voyons, des choses que nous pouvons faire aussi simplement, vous voyez, à la maison, pendant cette période de confinement, on peut communiquer facilement sans pour cela avoir vraiment une communication verbale. Observer l'autre. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne? Quel comportement qu'elle a? À quel moment qu'elle est énervée? À quel moment qu'il est énervé? Est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il se sent mal? Est-ce qu'il y a une frustration? Beaucoup de choses comme ça. Et je crois que si on arrive justement à comprendre tous ces petits gestes que je pourrais détailler dans le 1er avril, eh bien, vous allez voir comment ce sera facile de pouvoir voir les choses différemment parce que nous sommes enfermés, nous sommes dans la protection, c'est une situation vraiment importante, mais il faudra surtout se projeter et communiquer parfaitement. Donc voilà en gros, maintenant s'il y a des questions, je pourrais aussi avoir d'autres questions parce que je suis là aussi à pouvoir répondre parce que je fais une petite synthèse globale de ce que je reçois comme question. S'il y a aussi d'autres questions que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à les soumettre, parce que c'est le moment de le faire, parce qu'on a la possibilité encore de discuter parfaitement. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande encore comment vraiment travailler sur l'estime de soi. Eh bien oui, l'estime de soi, je l'ai rappelé tout à l'heure, je l'ai rappelé que travailler sur l'estime de soi, c'est déjà le premier point, c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, le grand A, je dirais. Comment tu peux avoir une bonne estime si tu ne t'aimes pas? Donc, ne faites pas semblant de vous aimer. Cherchez à savoir véritablement si vous vous aimez. S'aimer, c'est prendre du temps pour soi, faire quelque chose pour vous. Peut-être vous retrouver devant votre télé, peut-être faire... Aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller chez la coiffeuse, on ne peut pas faire ça. Mais on peut faire beaucoup de choses. Tu peux avoir le petit moment intime, le moment pour toi, les moments où tu as besoin d'être toi-même. Il y a beaucoup de choses qui montrent que tu es en train de rentrer dans une phase de pouvoir t'aimer. La vision de soi, encore, et je l'ai répété tout à l'heure, peut-être que cette personne n'a pas eu le temps d'entendre, la vision de soi, apprenez à ne pas vous sous-estimer. Si vous avez une vision haute de vous, laissez cette vision haute. Je me sens, sans être prétentieux, j'ai une vision haute de moi, ben, je suis orienté sur ce qu'on appelle une référence interne. Parce que souvent, on est souvent orienté référence externe, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour choisir pour moi. J'ai besoin de l'autre pour me dire si ce que je fais là, c'est bien. Mais vous imaginez-vous, si vous avez une vision de vous qui est claire, vous serez constamment orienté vision interne, c'est-à-dire référence interne. J'ai besoin de moi pour dire si c'est écologique pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, on va aller constamment dans la référence interne. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir une vision haute de vous parce qu'il est important de comprendre comment fonctionne. Et puis, bien entendu, la confiance. La confiance en soi, c'est déjà se connecter à soi-même et de comprendre, de voir tout ce que vous êtes capable de faire. Souvent, on va se comparer à l'autre en pensant que l'autre est plus important. Vous êtes la personne la plus importante de votre système. Qui sait qui pourrait mieux faire les choses que vous? Il n'y a que vous. Donc, c'est une façon de comprendre que des petits paramètres très simples qui permettent effectivement de travailler sur l'estime et de pouvoir se valoriser pour justement, quand il y a une situation, par exemple, de mal-être, surtout pour les personnes émotionnelles, eh bien, vous aurez déjà compris comment réagir et activer les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient être posées? Parce que je crois qu'on est sur la fin de cette visioconférence. Je crois que maintenant, cette première visioconférence, je crois que j'ai fait le tout parce que j'ai essayé de synthétiser à travers toutes les questions que j'ai reçues. En tout cas, j'espère que vous avez eu un petit peu
En tout cas, vous avez eu des réponses, je dirais, concernant les émotions, parce que vous avez vu, les émotions, quand on parle d'émotions, on utilise ce terme-là. Vous avez vu autant de choses qu'il y a derrière une émotion. Ce qu'on dit...